La France était une des premières puissances coloniales du monde. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, son empire se disloque. En mai 1954, après la défaite de Dien Bien Phu, la France perd un joyau de son empire, l'Indochine, puis ses comptoirs aux Indes. De toutes parts, l'empire se fissure. Six mois après la défaite indochinoise, le 1er novembre 1954, en Algérie, la Toussaint est rougissant. Le Front de Libération Nationale, le FLN, déclenche une vague d'attentats anti-français. Une guerre qui ne dira jamais son nom vient d'éclater. Mon frère, qui est plus jeune que moi, arrive à 10 heures avec les journaux et il cassait la porte. On se demandait ce qui est arrivé et il est rentré en criant « Ils l'ont fait exploser ». Pour nous qui étions loin de ces mouvements, eh bien, mon frère et moi avions la certitude que c'était le début de notre guerre de libération nationale. C'était vraiment le grand jour. C'était le grand jour. J'ai senti en moi une fierté, fondamentalement une fierté retrouvée. Je me suis dit, enfin, des gens courageux ont décidé de déclencher cette guerre que nous attendions. À Paris, comme à Alger, ces attaques sont une surprise totale. Lorsque la Toussaint Rouge éclate, mes grands-parents sont évidemment très loin d'imaginer que ça va être le début d'une guerre qui va durer 8 ans. Le FLN, revendication d'indépendance, c'est quelque chose dont ils n'ont absolument pas conscience à ce moment-là. D'emblée, le gouvernement affiche sa fermeté. François Mitterrand, le ministre de l'Intérieur, se rend en Algérie. Nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. En 15 jours, les effectifs de l'armée sont doublés. Les ratissages commencent. À l'époque, l'appartenance de l'Algérie à la France relève de l'évidence. Elle est même divisée en départements. Aucune rébellion ne saurait être tolérée. À aucun moment, je n'ai eu conscience qu'il s'agissait d'une lutte pour l'indépendance. Nous étions formatés dans une Algérie française qu'il ne fallait pas contester. Et c'était ces rebelles, c'était ces bandits, ces égorgeurs qui menaçaient, qui mettaient en péril une si belle France. En toute bonne foi, on nous disait, la Seine traverse Paris, comme la Méditerranée traverse la France. Mes grands-parents, à l'instar de la grande majorité des Français d'Algérie, souhaitaient que l'Algérie reste française à tout prix. Pour eux, l'Algérie française était quelque chose qui n'était pas négociable. C'était un fait naturel. Et il n'était pas question que cela change. Le pouvoir est sourd, mais il n'est pas aveugle. Après le désastre indochinois, il est clair que la force seule ne suffira pas à rétablir l'ordre. Des réformes s'imposent. Nommé gouverneur en janvier 1955, le libéral Jacques Soustelle est persuadé qu'en luttant contre la misère, la rébellion s'éteindra. Des unités, les SAS, sont déployées dans toute l'Algérie, même dans les villages les plus reculés. Des militaires se métamorphosent en instituteurs ou en médecins. La pacification commence. La propagande aussi.
Mais qui aurait dit à l'officier sorti de Saint-Cyr et des stages militaires que sa mission le conduirait à pommader le derrière des nouveaux-nés? On aurait tendance à sourire, mais l'émotion est la plus forte parce que l'on comprend qu'ici, dans ce village perdu, la sollicitude est une nécessité. Je sais que papa il racontait souvent que dans son village, dans la vallée de la Soumam, là-haut, en Kabylie, qu'il y avait l'armée française qui venait régulièrement pour essayer de scolariser les enfants, pour faire en sorte que montrer leur présence. Quand l'armée française vient récupérer des enfants, ma tante disait « L'armée, ils ont pris mon fils. » Non, ils n'ont pas pris ton fils, ils l'ont juste amené à l'école. La pacification était la poudre aux yeux. Mais les Algériens n'étaient pas dupes. Donc, ils savaient que ce qu'ils avaient fait tout au long de la colonisation était contraire à ces petits efforts d'humanisation. Les combattants du FLN restent insensibles à ces réformes si tardives. Ils n'ont qu'un objectif, l'indépendance. Aux attentats succèdent les attentats. Le 20 août 1955, à Philippeville, dans le Constantinois, l'armée de libération nationale massacre à l'arme blanche 123 civils européens et arabes pro-français. Les enfants ne sont pas épargnés. Le gouverneur de l'Algérie, Jacques Soustelle, se rend lui-même au chevet des blessés. Le temps des réformes s'éloigne. Place à la répression totale. 2 jours après le massacre de Philippeville, l'armée tire à bout portant sur des soi-disant rebelles. Ces images choquent le monde entier. 2 mois plus tard, la France siège à l'ONU, mais sur le banc des accusés. Antoine Pinay, le ministre des Affaires étrangères, campe sur ses positions. La France ne peut tolérer ni l'injure, ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Cette plaidoirie n'y changera rien. Les Nations Unies condamnent la France. Sa délégation quitte aussitôt la salle. Aux yeux du monde, le pays des droits de l'homme est devenu un pays qui combat la liberté. Sur le terrain, cette condamnation ne modifie en rien la politique française. Bientôt, le gouvernement vote les pouvoirs spéciaux qui autorisent à réprimer le FLN par tous les moyens. Aux soldats de métier s'ajoute un nombre croissant d'appelés du contingent. Ils ont à peine 20 ans. Pour l'armée française, l'heure de la revanche a sonné. Après l'abandon de l'Indochine, cette guerre ne doit pas être perdue. Mais le FLN résiste. De plus en plus de combattants rejoignent ses rangs. Quand on monte au maquis, c'est pour mourir, pour rompre avec le système colonial. Moi, le jour où j'ai déchiré ma carte d'identité, je suis devenu un homme libre. Et je suis parti pour mourir. Quand j'ai présenté mes adieux à la famille, mon grand-père m'a suivi en dehors de la maison pour me dire « Judy, tu pars au maquis, je ne veux pas te voir amener au village au bout d'une corde par les soldats français, comme une brebis, comme un agneau. Meurs en homme. » Jamais il m'est venu à l'idée de lever les bras dans les dangers, jamais. J'avais toujours une cartouche dans ma poche, pour moi, qui m'était destinée. Une cartouche dans ma poche. Après l'ONU, la France va subir une seconde humiliation, en Indonésie cette fois-ci.
En avril 1955, à Bandung, l'Indonésien Sukarno, l'Indien Nehru et l'Égyptien Nasser réunissent 29 États, dont plus de la moitié vient de s'émanciper de la tutelle coloniale occidentale. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Les empires coloniaux sont désignés comme les puissances à abattre, à commencer par la France. À l'horloge de l'histoire, les heures de l'ordre ancien sont comptées. Isolée sur la scène internationale, affaiblie par les événements au Maghreb et la pression en Afrique subsaharienne, la France ne peut se battre sur plusieurs fronts. Elle doit se fixer des priorités. Et la priorité, c'est l'Algérie, quitte à lâcher du lest ailleurs, au Maroc et en Tunisie par exemple. Conséquence, Paris accepte le retour du leader tunisien Habib Bourguiba, qui depuis 2 ans avait été assigné en résidence surveillée. Le 1er juin 1955, le combattant suprême rentre triomphalement au pays. Des négociations s'engagent. Elles aboutissent à l'émancipation de la Tunisie en mars 1956. En Tunisie, le retour de Bourguiba, rapportant l'indépendance de son pays dans ses bagages, a été celui d'un triomphateur. Après l'accolade du Bey, les acclamations populaires ont plébiscité le leader du néo-Destour. La Tunisie est désormais maîtresse de son destin. Au Maroc, Paris accélère aussi la cadence. Malgré les attentats, les autorités françaises se résignent à négocier. Elles acceptent le retour du sultan, qui rentre à Rabat après 2 ans et demi d'exil. Tout le monde était heureux. Je me souviens qu'au retour de Mohamed V, les gens voulaient aller à l'aéroport pour voir l'avion atterrir. De toutes parts, les populations clamaient leur allégresse, témoignant dans un délire de cris et de vivas leur affection et leur fidélité au souverain. Tout le monde était heureux. Tout le monde avait rejoint Rabat. On ne trouvait plus de quoi manger, même pas un pois chiche. Pendant 3 jours, on ne trouvait pas où dormir. Les gens qui n'habitaient pas Rabat ont même dormi dans la rue, jusqu'à la fin de la fête. Le 2 mars 1956, le Maroc accède enfin à l'indépendance. C'était formidable, comme une renaissance. On avait l'impression de boire du petit lait. J'étais jeune, donc je peux témoigner de ce que je voyais autour de moi, dans ma famille. Bien sûr, il y avait cette joie d'avoir pu acquérir cette indépendance d'autres luttes, de pouvoir aussi se dire qu'on va se gouverner sur soi-même, qu'on va être maître de son destin, mais aussi avec des interrogations. Cette indépendance n'est pas un achèvement, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est que le démarrage. La France perd 2 fleurons de son empire, entre indifférence et nostalgie. Nous qui étions jeunes, ça nous déplaisait de voir que l'empire français se disloquait, quoi. La France perdait un petit peu de son importance dans le monde, quoi. Bien qu'on n'était pas touchés personnellement, mais c'est comme un club de football, les supporters, on était les supporters de la France, quoi. C'est les dominos. C'était une évolution normale. Bon, il y avait aucune raison que la France échappe à ce retournement de situation, si vous voulez, où les pays colonisés deviennent indépendants et vivent à leur guise. En Afrique du Nord, la France a dû abandonner la Tunisie et le Maroc pour sauver l'Algérie. Mais en Afrique subsaharienne, elle n'est pas prête à céder. Or, l'Afrique des années 50 a changé. Les années 30 sont loin. De nouvelles élites et une classe moyenne ont émergé.
Cette nouvelle génération exige désormais d'être associée à la gestion de son destin. Paris s'inquiète. L'Afrique ne doit ni basculer dans le communisme, ni s'embraser dans des guerres d'indépendance. Les réformes se succèdent. En juin 1956, le nouveau ministre des Outre-mer, le socialiste Gaston Defferre, fait voter une loi cadre qui réorganise en profondeur les territoires africains et malgaches. Elle institue le suffrage universel direct. Officiellement, la voix de chaque citoyen compte, quelle que soit sa couleur de peau. Mais dans les faits, les élections restent sous contrôle. Sous l'œil des caméras, Gaston Defferre défend ses réformes devant des étudiants en sciences politiques. Alors cette loi a également prévu l'institution du suffrage universel et du collège unique. C'était une revendication qui tenait à cœur à tous les habitants des territoires d'outre-mer. Oui, mais ça doit poser des quantités de problèmes parce que il y a des quantités de gens qui ne sont pas évolués. Ça pose d'incontestables problèmes, mais les populations les moins évoluées sont très intéressées en vérité par la situation politique et que même les gens qui ne savent ni lire ni écrire connaissent les candidats, connaissent les partis et savent parfaitement choisir. Mais cette ouverture dissimule le principal objectif de la France, neutraliser l'influence des mouvements indépendantistes. La méthode, placer partout des responsables politiques qui resteront loyaux à la mère patrie. Au Cameroun, les autorités coloniales optent ainsi pour Amadou Ahidjo, un ancien postier de 33 ans à la solde de Paris. Son opposant principal est Ruben Oumniobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Était incorruptible. Un Africain qui ne se laisse pas corrompre est très dangereux pour le système néocolonial français. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Messmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumniobé devient l'homme à abattre. Avec l'aide des forces camerounaises, une impitoyable chasse à l'homme s'engage. Mon grand-père, quand il m'en parle, il me raconte tout simplement comme le village en fait, de ma mère est un village voisin de celui d'Oumniobé. Et donc on torturait des adultes qui pouvaient d'une manière ou d'une autre savoir où ils se cachaient. Et c'est comme ça que mon grand-père, pour éviter de se faire torturer, il avait décidé de partir avec ses enfants dans la forêt le temps que cette guerre-là se termine. Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla imaginées à Madagascar, affinées en Indochine et utilisées au même moment en Algérie. Des villages sont anéantis à coups de napalm. Une guerre cruelle dont les Français de métropole ignorent tout. Oumniobé décrit la situation. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Ceux qui échappent à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis.
Repéré, Ruben Oumniobé est abattu. Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Oumniobé, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer. Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue, le visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait. Je pense qu'on voulait vraiment démontrer à ceux qui auraient l'idée de se rebeller comment est-ce qu'ils allaient finir. De dire que c'est cet homme-là qui haranguait les foules, qui était un tribun incroyable, doté d'une intelligence incroyable, pouvait finir comme ça, complètement défiguré. C'était un moyen vraiment de pouvoir amener les gens à abandonner le combat, puisqu'il fallait complètement traumatiser ceux qui pouvaient encore croire en lui, quoi. Long yes mapubi Nguayem nue Ngua Wenu bileres Mimbungwes Ngikiva Nguayem nue L'ennemi est mort. Et le protégé de la France, Amadou Ahidjo, peut se répandre sur les ondes. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir et installera une dictature soutenue par les Français. La répression contre l'UPC au Cameroun durera des années. Avec l'aide de Paris, elle fera des centaines de milliers de victimes. Des morts loin des caméras, des morts silencieuses. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Lorsque j'ai grandi au Cameroun, il était interdit de parler de Oum et de l'UPC. Moi, j'ai été témoin, jeune homme, de gens qui évoquaient Oum et qui essayaient de voir qui était à côté d'eux. Et donc, un silence de plomb a pesé sur le pays. On a essayé de faire comme si Oum n'avait jamais existé. C'est comme s'il y avait une amnésie de cette histoire. Ou en tout cas, il faut vraiment faire un travail archéologique quoi, pour déterrer, même au sein des familles, ce qui a été, l'ampleur de ce qui a été et qu'est-ce qui s'est passé. Dans les cours d'histoire qu'on avait au collège, le Cameroun était pris comme exemple d'une décolonisation pacifique. C'est incroyable à quel point les faits et l'histoire peuvent être falsifiés, et de manière institutionnelle. La métropole se désintéresse de ces combats lointains. Les Français ont alors bien d'autres soucis. Une décennie après la fin de la guerre, le quotidien reste difficile, dans une France encore à reconstruire. Or, la modernisation du pays est coûteuse. Elle invite à contester les sommes considérables que l'Empire engloutit. Le rédacteur en chef de Paris Match, Raymond Cartier, porte cette contestation. Il écrit « Le pays le plus riche et le plus stable d'Europe, la Suisse, n'a jamais eu 1 mètre carré d'outre-mer. N'eût-il pas mieux valu construire à Nevers l'hôpital de Lomé ? L'idée que la France n'a aucun intérêt à se sacrifier pour des populations qui n'aspirent qu'à la chasser s'insinue dans les esprits. Je pense qu'on paye trop d'impôts et qu'on pourrait faire
une aide aux pays sous-développés, mais dans des limites raisonnables. Bien, moi je pense que pour le bonheur de l'avenir, il faut coopérer et aider tout le monde sous-développé. De toute manière, en Gaule, les Gaulois, eh bien, au début de notre époque, ils ont tout fait par leurs propres mains, alors ils n'ont qu'à faire la même chose. Oui. Les aider en leur envoyant des boîtes de lait concentré, eh bien, c'est les encourager à la paresse. Mais ces doutes n'entament pas une certitude qui anime une majorité de Français. La France doit conserver l'Algérie. Le ratissage militaire a été d'une efficacité redoutable. À l'été 1956, partout, les forces du FLN cèdent du terrain. Pour reprendre l'initiative, les Algériens changent de stratégie. Ils portent la guerre au cœur même d'Alger. En septembre 1956, une attaque va traumatiser les Français d'Algérie. Ce jour-là, on l'a préparé très longuement. Il y avait ce symbole du milk-bar qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale sur le style un peu américain. Donc c'était le renouveau, la liberté revenue, etc., dont on nous a privés. Donc je voulais que ce soit là-bas. Le choix était mon choix. Le milk-bar, c'était le grand glacier d'Alger, qui était dans la rue principale. Et c'était l'endroit le plus populaire où on allait en famille manger une glace. Et ma grand-mère m'a emmené manger la dernière glace des vacances avant la rentrée. Donc je me suis mis en tenue de plage avec un grand sac de plage. Je me suis assise là où j'avais décidé de le faire avant, avec une montre réglée sur la montre de la Bon. Et j'ai attendu jusqu'à l'extrême dernière minute et je suis sortie. J'ai été projetée très loin et j'ai perdu ma jambe gauche à ce moment-là. J'ai l'impression de me souvenir juste d'être là au milieu de nulle part et de crier mémé et d'être sûre qu'elle ne m'entendait pas et qu'aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai compris bien après que probablement j'avais été assourdie par l'explosion et que moi je devais hurler comme une folle mais que moi je ne m'entendais pas. J'ai entendu l'explosion avec un bris de verre et là j'ai un peu perdu les pédales. Et j'ai dû m'asseoir à même le trottoir, donc j'étais tout proche. Et j'entendais des voix qui criaient « C'est les ratons, les melons, on va les crever ». Alors à ce moment, je me suis dit « on a raison ». Jamais la plus française des villes algériennes n'avait connu un tel déchaînement de violence. On dénombre plusieurs morts et des dizaines de blessés, dont des enfants. Les attentats qui sont commis à Alger, certes, c'est des victimes innocentes, c'est vrai. Mais ces attentats sont minimes par rapport au gros des bombardements que faisait l'armée coloniale à l'aide de l'aviation et de l'artillerie, du napalm. Des villages ont été détruits en napalm. C'était un cycle infernal. Chacun essayait de se venger sur l'autre. Voilà, par tous les moyens. Les représailles sont à la mesure du choc. En janvier 1957, la loi martiale est proclamée. Les parachutistes reçoivent l'ordre de nettoyer la ville arabe, la Casbah. Les chefs du FLN tombent les uns après les autres, au prix du sang, car les paras n'hésitent pas. Ils torturent. Des hommes qu'on m'avait confiés, arrêt d'une femme, et cette femme, je l'ai déposée au PC bataillon, là, écoutez, faites ce que vous voulez. Et le soir, nous revenions, on était dans le secteur, je me suis arrêté pour voir ce qui... Et là, j'ai vu quelque chose d'horrible.
Cette femme était nue sur le ciment. Et ce sous-lieutenant, il était en train de s'acharner sur elle, sauter 2 pieds joints sur eux. Ça sortait partout les pores de la peau, les excréments, ça sortait de partout. Je me suis rapproché et j'ai croisé le regard de cette femme. Mais j'ai vu dans ce regard, je n'ai jamais été autant détesté par un être humain. J'ai été abhorré. C'est moi qui l'avais amené là. L'armée savait faire de la haine avec la haine. Mon grand-père vivait dans un village qui s'appelle Beni Maouche, en Kabylie. Et un jour, donc, l'armée française arrive, encercle le village, donc pareil, prend les hommes, etc. Et demande à mon grand-père s'il parle français. Et mon grand-père, il a une intuition, c'est-à-dire il s'est dit, il vaut mieux pas que je me mêle de cette histoire, et il a fait non, il a fait comme s'il comprenait pas. Ils ont demandé à un autre de son village, qui a répondu juste « je ne comprends pas ». Il parlait pas français, mais il pouvait répondre non, oui, etc. Ils l'ont pris, ils l'ont torturé, ils l'ont tué. Je ne veux pas échapper à la question sur la torture, mais je vais vous dire, la torture, bien entendu qu'on l'a tous vue, bien entendu qu'on a été horrifiés, bien entendu qu'à certains moments, quand vous avez vos 15 copains qui sont allongés, avec le ventre ouvert, et que vous voyez ce spectacle, c'est la bête qui se réveille là. C'est sanguinaire, c'est un réflexe épouvantable. Vous avez envie de pulvériser la terre entière. Si l'armée française ne répugnait aucune méthode, c'est qu'elle se s'est couverte par le pouvoir politique. Car les résultats sont là. Le nombre d'attentats a diminué et le FLN est décapité. Plusieurs de ses membres sont arrêtés, dont Zora Drif, la poseuse de bombes du Milk Bar. J'ai été arrêtée. Bon, j'étais effondrée, bien sûr. Et puis, j'étais aussi paralysée par la peur de la torture. Il faut dire la réalité, on est des êtres humains. Les responsables, à l'époque, avaient donné comme instruction que quand on était arrêté, il fallait tenter de tenir sous la torture pendant 6 heures maximum. Parce que pendant ce temps, tout était changé, et toutes les traces effacées, donc ils allaient arriver à un moment où ils ne pouvaient plus remonter la piste. À Alger, la force a triomphé, mais au prix d'une grave crise morale. Malgré la censure, des intellectuels, comme l'écrivain François Mauriac, s'indignent et alertent l'opinion. Dès lors, les Français ne peuvent plus fermer les yeux. La torture va entacher pour toujours l'image de la France et de son armée. En 1958, le conflit algérien provoque une crise politique majeure. De Gaulle, considéré comme l'homme providentiel, revient au pouvoir et abat la 4e République. L'homme du 18 juin prend la question algérienne à bras-le-corps. 3 jours seulement après son accession au pouvoir, il s'envole pour Alger. De Gaulle confie « L'Algérie de papa est morte, et si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. » Nous sommes allés crier « Vive de Gaulle, vive l'Algérie française ». Oui, j'ai un souvenir assez précis de ça. Alors, je ne comprenais pas très bien, mais bon, on m'avait emmené, donc voilà. Après 4 ans de guerre, de mort, d'effusion de sang, là pour ma grand-mère, le retour de Gaulle, c'est quelque chose qui la rassure énormément. C'est vrai que le retour de Gaulle, effectivement, a fait naître des espoirs. Mais il y avait quand même un mais. Devant une foule immense, De Gaulle prononce un de ses discours les plus célèbres.
mais aussi l'un des plus ambigus. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Quand De Gaulle a dit « je vous ai compris », que la foule a crié, moi j'ai ce souvenir-là, je ne savais pas très bien ce qu'il comprenait, moi je ne comprenais pas ce qu'il comprenait, mais je comprenais que tout le monde était content. La fameuse formule « je vous ai compris ». Alors chacun essayait de la prendre à son profit. Ah, les Algériens disaient « ah, voilà quelqu'un qui nous a compris ». Et les pieds noirs aussi, voilà quelqu'un qui nous a compris. Tous ces Français d'Algérie étaient convaincus qu'ils allaient rester en Algérie toujours. Ils étaient convaincus que ça allait se régler, que tout ça allait se terminer, que la vie allait reprendre. Le général de Gaulle multiplie les initiatives pour amener le FLN à négocier. Des prisonniers sont libérés et un vaste plan de développement est annoncé, tout en maintenant la pression militaire. Bien des Algériens croient en lui, à commencer par les Harkis, qui combattent dans les rangs de l'armée française. Le 23 octobre 1958, De Gaulle franchit un pas historique. Il appelle le FLN à une paix des braves. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant, que ceux qui ont ouvert le feu le cessent, et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. Pour nous, la paix des braves, c'était encore une condescendance, c'était encore le Français, l'Européen qui venait vous jeter l'os comme faisaient les colons. C'était une humiliation de plus. Le FLN continue la lutte. Pour priver les insurgés de tout soutien, l'armée déplace de force près d'un quart de la population. 2 millions d'Algériens se retrouvent dans des camps, où femmes, enfants, vieillards s'entassent dans des conditions déplorables. À l'époque, un jeune énarque dénonce cette politique inhumaine. Michel Rocard. Son rapport fuite dans la presse. Il oblige le gouvernement à débloquer en urgence des fonds pour nourrir la population internée et sauver les plus faibles. Pour le FLN, la situation est critique. Sa hiérarchie est décimée et ses troupes ont perdu près de la moitié de leurs effectifs. Pour autant, il ne dépose pas les armes. Face à lui, les partisans de l'Algérie française songent à les prendre. Le sang n'a pas fini de couler. Si l'Algérie accapare son attention, De Gaulle comprend très vite que la France doit aussi préparer l'avenir, en Afrique subsaharienne, comme dans les départements d'outre-mer ou en Polynésie. Le grand Charles avait sillonné l'Empire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reprend du service. Dès 1958, il se lance dans une grande tournée africaine. Son objectif, éviter le délitement de ce qui subsiste de l'Afrique française, en proposant aux colonies de s'unir dans une communauté d'États indépendants dans laquelle la France conservera sa suprématie. Chaque pays est invité à se prononcer par référendum. Première destination, Madagascar, où le général est accueilli triomphalement. J'étais à Antananarivo à cette époque-là. Tout le monde applaudissait quand De Gaulle passait dans sa voiture décapotable. Il a déclaré que les Malgaches étaient libérés des Français. On faisait virevolter les drapeaux.
À l'époque, il n'y avait pas encore de drapeau malgache. Alors on brandissait des drapeaux français. On faisait comme ça, on était heureux. On nous a distribué des drapeaux pour qu'on les agite. Et on criait « Vive Général de Gaulle, vive Général de Gaulle !» Voilà. De Gaulle poursuit son odyssée. En Côte d'Ivoire, où Félix Houphouët-Boigny contrôle la vie politique, le général est fêté comme un libérateur. Les bains de foule se succèdent. Sans surprise, car depuis 10 ans, l'administration coloniale a neutralisé les opposants et placé des leaders politiques qui jouent la carte de la France. À Madagascar comme en Côte d'Ivoire, De Gaulle n'a rien à craindre, pense alors son entourage. Quand on voit les archives, on dit mais De Gaulle est vraiment aimé par ses populations, par ses colonisés. Mais je me demande si c'est pas, comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm. Comme si finalement les Africains sont finalement tombés amoureux de leurs tortionnaires. Mais quand De Gaulle arrive en Guinée, rien ne se passe comme prévu. Lors de la réception, Sékou Touré, le leader guinéen, affiche sa fermeté. Nous avons un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le général est humilié. Il vivra ces quelques mots comme un affront personnel. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Car la tournée se poursuit à Dakar, où des pancartes réclament l'indépendance immédiate. Pour la première fois, De Gaulle sort de ses gonds. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Malgré ces incidents, à l'automne 1958, toute l'Afrique française se rallie à la communauté souhaitée par le général. Dans certains territoires, Paris a truqué les résultats et négocié si nécessaire avec les opposants. Seule la Guinée vote massivement non. Le 2 octobre 1958, elle devient la première colonie française d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Mais cette sécession provoque une réaction en chaîne. Malgré les pressions de Paris, les autres pays d'Afrique finissent par réclamer une indépendance complète. De Gaulle ne s'y oppose plus. Il confie. Nous ne pouvons pas tenir à bout de bras cette population. Nos comptoirs, nos escales, nos petits territoires d'outre-mer, ça va, ce sont des poussières. Le reste est trop lourd. Le premier des Français se rend à l'évidence. Son grand rêve de communauté est mort. L'année 1960 sera l'année du changement. En moins de 10 mois, 15 nouveaux États africains entrent dans le concert des nations. Bien des anciens députés et ministres avaient servi la République française. Ils président désormais leur pays. Comme Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou Léopold Sédar Senghor au Sénégal. L'Afrique vit une euphorie collective de liberté, d'espoir et d'allégresse. Je proclame l'indépendance
je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, dans le temps tu vivais dans la barbarie. C'était notre premier hymne et il n'a pas changé depuis. Il y avait des personnes âgées à côté de moi, sur l'avenue. Elles ont pleuré. Elles étaient émues d'être encore là lors de la proclamation de l'indépendance. On avait tellement souffert durant la colonisation. On était contents d'être enfin libres. On nous disait à l'école, attention, cet été, on ne va pas commémorer le 14 juillet. On dit, ah bon, pourquoi? Mais parce qu'on change de fête. Ah bon? Ce sera la fête du 7 août. Ah, et pourquoi? Ben parce que le 7 août, la Côte d'Ivoire va devenir indépendante. Ah ouais. On était fiers, finalement, d'avoir un passeport, un drapeau. C'est la fierté, forcément, à cet âge-là. Quand on n'a jamais été colonisé, on ne peut pas se rendre compte, quoi. Si les Français peuvent se rendre un peu compte de la pression des Allemands pendant la guerre, hein, quand ils se sont libérés. Les parents nous disaient, maintenant ce ne sont plus les Blancs qui nous commandent. C'est nous-mêmes les Africains qui nous commandons nous-mêmes. On dit, ah bon? Non, non, on continuait de voir le commandant de la ville, c'était toujours un Blanc. Le procureur de la justice, c'était toujours un Blanc. Bon, c'est pas grave. Mais peut-être c'est les Blancs qui sont au service des Noirs maintenant. Et c'est le souvenir que moi je garde de cette journée de l'indépendance, de l'accession de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La France n'a pas eu d'autre choix que de lâcher prise en Afrique subsaharienne. De son glorieux empire, il ne subsiste qu'une poignée de territoires dans lesquels indépendantistes et autonomistes accentuent leurs revendications. Mais en Algérie, la guerre sans nom se prolonge. Elle s'apprête même à entrer dans sa phase la plus violente. S'ouvre alors le dernier acte de la tragédie. De Gaulle s'est soumis en Afrique au verdict de l'histoire. Lucide, il sait que les jours de l'Algérie française sont comptés. Le 4 novembre 1960, il parle. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. Le cordon colonial, qui depuis 130 ans reliait la France à l'Algérie, est rompu. Pour les Français d'Algérie, l'inquiétude domine. Le débat sur va-t-on rester, va-t-on partir a dû commencer en 61. Mon père était de ceux qui disaient « mais non, il ne faut pas partir, si on part, ça veut dire qu'on cède, etc. » Dans la famille, il y avait des discussions assez animées, plus qu'animées, même des vraies disputes politiques. Les ultras de l'Algérie française passent à l'offensive. En février 1961, ils fondent une organisation, l'OAS, Organisation de l'armée secrète. Ses partisans sont prêts à tout pour imposer leurs lois. Pendant des mois, l'OAS met le pays à feu et à sang. Le 18 juin 1961, date symbolique, l'OAS fait 24 morts dans l'attentat du train Strasbourg-Paris. Les Français sont sous le choc. De Gaulle croyait avoir la situation en main. Elle lui échappe. La France vit au rythme des attentats conjugués de l'OAS et du FLN. La guerre gangrène toute la société. En métropole, les forces de l'ordre commencent à se faire justice elles-mêmes.
Le 17 octobre 1961, à Paris, la police de Maurice Papon réprime dans le sang une manifestation pacifique du FLN. Lors de cette nuit noire, des dizaines d'Algériens sont tués et leurs cadavres sont jetés dans la Seine. Il faut endiguer cette spirale de violence et de racisme. Le pouvoir gaulliste et le FLN négocient les bases de l'indépendance algérienne. Cette table de conférence, aujourd'hui désertée, a vu 12 journées de discussions si minutieuses et si serrées qu'elles semblaient ne devoir jamais finir. Pendant 12 jours à Évian, les mêmes scènes, les mêmes gestes se sont reproduits avec l'automatisme d'un rituel. Jusqu'à cet après-midi du 18 mars 1962, où la délégation française présidée par M. Louis Jox put dire « mission accomplie ». Les accords d'Évian permettent à la France de rester dans le Sahara pendant 5 ans. Elle pourra exploiter le pétrole algérien et se livrer à ses expérimentations balistiques et nucléaires. En contrepartie, les revendications du FLN sont acceptées et les Algériens obtiennent une aide économique et financière. Mais du long accord de 93 pages, les Français ne retiennent qu'une phrase. Un cessez-le-feu est conclu. Lors des accords d'Évian et le cessez-le-feu du 19 mars, pour les appelés du contingent que nous étions, c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut espérer qu'on va revenir chez nous. Les violences franchissent pourtant un nouveau cap. Pour torpiller les accords, l'OAS multiplie les attentats. Une dérive terroriste que le pouvoir gaulliste n'entend pas tolérer. Le 26 mars 1962, une fusillade éclate à Alger. L'armée tire sur les partisans de l'Algérie française. Ces affrontements entre Français provoquent la mort de 80 personnes. Pour les Européens d'Algérie, la blessure est profonde. Ils comprennent qu'ils n'ont plus leur place dans l'Algérie nouvelle. À la veille de l'été 1962, de 8 à 10 000 pieds noirs quittent chaque jour la terre qui les a vus naître, emportant hâtivement avec eux ce qu'ils ont de plus précieux. Je me revois sur le bateau, en quittant le port. Je pleurais comme un gosse, parce que je souffrais, parce que j'avais mal, parce que je quittais quelque chose que j'aimais, et que j'avais l'impression que ça m'appartenait un peu, que m'étant battu pour le garder, on m'avait pas laissé finir cette guerre. On m'avait pas laissé la finir, on m'avait dit c'est fini, tu as perdu. Nous sommes partis le 1er juin 62 avec 2 valises et une boîte de jouets pour mon frère et une poupée pour moi. Ça ressemblait à l'exode. Je me souviens de scènes à l'aéroport. Nous sommes rentrés en avion, d'autres sont rentrés en bateau et décrivent les mêmes scènes. On attendait, tous assis par terre, qu'il y ait un avion où on puisse monter, parce qu'il y avait tellement de gens que c'était un peu compliqué. Et donc, on est vraiment arrivé en France sans rien, en campant pendant quelques temps. Ils sont près d'1 million à traverser la Méditerranée. À leur arrivée, beaucoup débarquent dans un pays où personne ne les attend. Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore, suivant les événements. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant? Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre? Alors. Et vous
souhaitez retourner en Algérie? Je voudrais de tout cœur. Demain, on voudrait retourner, monsieur. Comme disait le monsieur, ils sont très gentils. C'est très gentil. On nous reçoit très bien partout. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a tout laissé. Mes grands-parents, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur patrie naturelle, originelle. Il y a eu un processus historique qui était la décolonisation, le fait que les peuples colonisés s'émancipaient. Et eux, ils se sont retrouvés là et impuissants devant un processus historique qui les a broyés. Bon, alors, un chef de famille et une personne au foyer. Là, vous allez remplir des papiers, vous allez dire ce que vous avez perdu. Pour ces déracinés, c'est l'année zéro. Ils doivent reconstruire un foyer, trouver du travail, s'intégrer à une France parfois hostile, souvent indifférente, et peu prête à accueillir tant de rapatriés. Le 5 juillet 1962, après 132 années de présence française et 8 années d'une guerre qui s'est soldée par 300 à 500 000 morts, l'Algérie hisse son drapeau. Le jour de l'indépendance, ces jours-là, ces journées-là, pour notre mère, c'était un souvenir incroyable de pouvoir être dans la rue tous ensemble, de pouvoir chanter, danser. D'ailleurs, on a la carte d'électeur de notre mère où elle a voté le premier vote de l'Algérie indépendante, où elle a sa carte d'électeur qu'elle a toujours gardée à la maison. Et elle nous racontait ça. Survivre à la guerre, 6 ans après, 6 ans de guerre, survivre, c'est vraiment un rêve. Un rêve éveillé. Et en même temps, c'était aussi un jour d'une immense tristesse parce qu'on a perdu beaucoup d'amis, de proches. Mais en même temps, on se disait, de là où ils sont, eh bien, ils savent que leur mort a servi à ce que ce jour arrive. La population s'abandonne à la liesse. Mais la joie se teinte de sang. Bien que les accords d'Évian aient prévu de protéger les Européens et les Harkis, les ultras du FLN se lancent dans un massacre programmé. Des Européens ayant souhaité rester sont sauvagement assassinés. Pour les supplétifs musulmans de l'armée française, les Harkis, c'est le début d'un long cauchemar. Le gouvernement français interdit leur venue en métropole. En Algérie, ils sont à la merci du FLN. Le jour où on a signé, on a laissé tomber ces gens. On est rentré chez nous, dans le désarroi le plus complet pour tous les appeler, et en livrant tous ceux qui avaient décidé de rester à la barbarie. Je revois ces gars que je ne connaissais pas. L'un qui me dit, mon lieutenant, mais quand vous êtes parti, nous tuer. J'y fais un son. J'en ai quelques-uns qui voulaient s'accrocher à la ridelle du GMC, qui voulaient monter. Et moi, mes militaires qui étaient là, j'ai dit non, marchez-leur sur les doigts, on ne peut pas les amener. Et là encore, vous partez, vous fermez la porte, et vous ne savez plus où vous allez. Vous allez ouvrir une autre porte que vous refermerez de la même façon. Des milliers, voire des dizaines de milliers de Harkis seront assassinés en Algérie. Je suis témoin quand le FLN était rentré dans les casernes. J'ai vu mon père se prendre 14 coups de couteau dans le dos, le 15e s'est pris dans la face, et j'ai assisté à un massacre. Nul était à l'abri,
hommes, femmes et enfants. Et puis, on a fui avec ma mère qui était enceinte. Et puis, on est rentré en justesse dans un camp de repliement. On a vu des gens se faire massacrer devant les portes de l'armée française. Je pense que, à partir de l'âge de 5 ans, je suis rentré dans l'âge adulte. Pour les pieds noirs comme pour les harkis, une seule alternative. La valise ou le cercueil. Grâce aux quelques officiers qui ne respectent pas les ordres, 60 000 harkis réussissent à gagner la France. On a pu prendre le bateau, c'était un bateau de marchandises, on était entassés comme du bétail. C'est très dur un déracinement. Très dur à supporter. Les anciens supplétifs algériens qui se sont placés sous la protection de la France et qui seront reclassés dans notre vie économique et sociale sont hébergés au camp de Rivesaltes. Dans toute la mesure du possible, on s'efforce d'atténuer les rigueurs d'une phase d'attente et d'adaptation. La propagande montre l'accueil bienveillant des autorités. En réalité, les harkis sont regroupés dans des camps, loin des villes, pour que nul ne les voie. Ces indésirables deviennent les invisibles de la défaite. On a été rapatriés en 62, on a connu la France en 1976. Pendant 14 ans, on était où? On n'était pas en Algérie, on n'était pas en France, mais on était où? C'est la question qu'on se pose. Ni la France, ni l'Algérie ne sortent indemnes du conflit. Des deux côtés de la Méditerranée, deux peuples, deux nations conserveront longtemps les cicatrices de cette guerre sans nom. Avec la perte de l'Algérie, les Français pensent avoir tourné la page de leur passé colonial. Il n'en est rien. De Gaulle est certain que l'avenir de la France repose sur le concours étroit de ses anciennes possessions africaines et dans la conservation de ce qui lui reste de l'Empire. Outre leur intérêt stratégique, ces territoires regorgent de matières premières. Leur indépendance ne doit en rien menacer l'indépendance énergétique du pays. Le président annonce sans détour à la télévision. C'est un fait que la décolonisation est notre intérêt. Tous les pays sous-développés, à commencer par ceux qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés, demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine? S'il n'y a pas coopération, et si ce que nous apportons ne comporte aucune contrepartie. Paris n'entend pas obtenir ces contreparties par de simples accords scellés entre États égaux. L'Afrique francophone doit devenir le précaré de la France. La guerre froide permet bien des arrangements. Pour éviter la propagation du communisme, l'OTAN charge la France de devenir le gendarme de l'Afrique. C'est Jacques Foccart, ancien de la France libre et proche du général, qui gère cette France-Afrique, comme on l'appellera désormais. Sa mission, soutenir les pouvoirs qui jouent le jeu de l'amitié franco-africaine et neutraliser les récalcitrants. Ainsi, en novembre 1960, le Camerounais Félix Moumié, nouveau leader de l'UPC, est assassiné par William Bechtel, membre des services secrets français. Fidèle à la France, le président Ahidjo n'a plus rien à craindre de l'opposition. Il restera au pouvoir pendant 22 ans. Au Togo, le président Sylvanus Olympio voulait se passer de l'ancienne puissance coloniale. Il est éliminé dans des circonstances troubles.
la France interviendra militairement plus d'une vingtaine de fois dans les années 60 et 70 pour faire et défaire les dirigeants africains et assurer la stabilité de ses intérêts. La plupart de nos dirigeants des indépendances, des Africains comme moi, on les appelle des gardes-chiournes des intérêts de la France. Certains d'entre eux ont été installés avec la bénédiction de De Gaulle, après la bénédiction de Chirac, ou la bénédiction de tous ces présidents qui ont succédé à la tête de la France. La décolonisation a eu lieu, mais la France-Afrique a pris le relais, j'ai envie de dire. Les intérêts financiers, les intérêts politiques, avec la France, les monopoles économiques dans certains domaines, tout ça, ça n'existerait pas si les pays n'avaient pas été colonisés avant. Aux côtés de la France-Afrique, les années de Gaulle sont aussi celles de la reprise en main des territoires d'outre-mer, où plus d'1,5 million de personnes vivent toujours à l'ombre du drapeau tricolore. Aux Comores et à Djibouti, à La Réunion, en Guyane et aux Antilles, en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, beaucoup ont le sentiment d'être passés à côté du vent de l'histoire. Ils réclament désormais une autre relation avec la France, et parfois l'indépendance. Une revendication inacceptable. De Gaulle confie: entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a que des poussières. Et on ne construit pas des États sur des poussières. Pour neutraliser toute velléité d'indépendance, la France élabore plusieurs stratégies. Dans nombre de territoires, elle place ses hommes et met les groupes indépendantistes hors jeu. En 1963, le général de Gaulle envoie ainsi sur l'île de la Réunion Michel Debré, son ancien Premier ministre. Comme au temps des colonies, le trucage des élections se généralise pour faire élire le candidat du pouvoir. Lafosse Évenant Joseph, né le 19-6-29, décédé le 17 octobre 62. Même les morts ont une carte d'électeur et votent Michel Debré. L'opposition est muselée. Dans toute la commune, toutes nous les privés de nos cartes électorales. Moi, j'étais conseiller municipal, moi, les privé de ma carte. Sadla, il était conseiller municipal, il est privé de sa carte. Pour quelle raison? Parce que nous sommes communistes. La Réunion est française, donc nous sommes français à part entière. Nous désirons rester français parce que la France est la lumière du monde. Sans surprise, Debré est élu député de la Réunion. Dès 1964, il fait inculper son principal opposant, Paul Vergès, leader du Parti communiste réunionnais, pour atteinte à l'intégrité de l'État. Paul Vergès, mon père, a entré en clandestinité pendant 2 ans pour échapper à la répression. Et nous connaîtrons les arrivées de la police à 6 h du matin, la maison mise en dessous-dessous, ma mère menacée, nous sommes suivis quand nous allons à l'école par la police. Il y a une répression forte qui s'abat vraiment sur les opposants. Paul Vergès se rend aux autorités et sera arrêté. Le Parti communiste est dissous. La Réunion rentre dans le rang. En plus de la répression, Paris utilise une autre méthode. Troquer des investissements massifs contre l'immobilisme politique. De Gaulle crée à Kourou en Guyane un site de lancement de fusées. Et en Polynésie, à Mururoa, il installe un centre d'expérimentation nucléaire pour remplacer le site algérien de Regan, qui doit être abandonné. La Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Ces projets pharaoniques promettent la croissance et offrent des emplois. En réalité, ils placent les populations de ces territoires sous perfusion de la métropole.
Quelques investissements suffisent souvent à bâillonner leur désir d'indépendance ou d'autonomie. Ailleurs, la France déplace des populations. À La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, le gouvernement met en place le BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Cette structure organise la migration des jeunes actifs d'outre-mer vers la métropole. L'objectif, éviter toute explosion sociale et dans le même temps, neutraliser cette jeune génération qui pourrait se mobiliser pour l'indépendance. La publicité leur vante la France comme un pays de cocagne. Tous croient en un avenir meilleur. Ils sont arrivés un beau matin à la gare Saint-Lazare par un train comme celui-ci qui amène aujourd'hui, après 2 semaines de traversée, les passagers du paquebot Colombie. Vous revenez de la Martinique? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, ouais. C'est votre premier voyage en métropole? Oui, c'est le premier voyage. Vous venez travailler ici? Ouais. Que vous allez rester à Paris? Oh, ça, je ne sais rien encore. Hein. C'est votre premier voyage en métropole? Oui, mon premier voyage. Vous venez travailler ici? Oui, je suis venu au stage pour la FEA. Vous venez des Antilles, de la Martinique ou de la Guadeloupe? Oui, je viens de la Martinique, de Bicos. Oui? Oui. Vous allez rester à Paris? Oui, je l'ai voulu. L'espoir cède vite à la désillusion. Les bumidomiens, comme on les surnomme, découvrent qu'ils sont voués aux tâches subalternes. Pour mon père, en fait, le bumidum est une trahison parce qu'on a fait croire, en fait, aux Guadeloupéens que la France, c'était un nouvel Eldorado. Le bumidum fait partie des grandes violences psychologiques infligées à des populations entières, des femmes qui arrivaient et auxquelles on apprenait à être des parfaites femmes d'intérieur. Hein. Il fallait qu'elles apprennent à repasser, à coudre, à cuisiner d'abord comme si elles ne savaient pas déjà le faire et ensuite comme si elles n'étaient destinées qu'à ça. C'est très violent. On n'avait pas à faire cela de cette manière. C'est pas le bumidum en lui-même qui est un crime. C'est la manière totalement cynique dont ça a été fait. En 20 ans, des dizaines de milliers de personnes vont migrer vers la métropole. Toute une génération. Ils subiront les affres du déracinement et le poison du racisme. Encore maintenant, quand je donne des conférences en région, comme on dit, il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui m'approchent, qui me disent que leurs parents sont venus par le bumidum, des jeunes réunionnaises et réunionnais nés en France, et qui me disent que leurs parents ne veulent pas en parler. Tellement, je pense, le traumatisme a été grand. C'est-à-dire, il y a comme une honte associée à cela. Dans les années 60, la France gère ainsi les débris de son empire. Malgré ce néocolonialisme d'un autre âge, le temps de la répression sauvage semble bien révolu. Cruelle illusion. En mars 1967, à Djibouti, la foule réclame l'indépendance. La France réprime et plusieurs manifestants sont tués. 3 mois plus tard, c'est en Guadeloupe que se produit l'un des derniers crimes coloniaux. À Pointe-à-Pitre, en mai 67, les ouvriers du bâtiment réclament une augmentation de salaire. Une émeute éclate. Comme à Djibouti, les affrontements ressemblent à des scènes de guerre. La police tire dans la foule. Il y a plusieurs morts. Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir tue encore ses opposants. Terrorisées, les familles des victimes se murent dans le silence. Comment on peut avoir l'envie d'aller justement venir se plaindre de la mort d'un des membres de sa famille aux mêmes gendarmes qui nous ont tiré dessus auparavant. Donc il y a beaucoup de corps qui ont été enterrés par les familles. Et l'idée c'était, on se tait et on se tait pendant des dizaines et des dizaines d'années sur ces événements pour ne pas que nos familles soient impliquées en fait dans une histoire d'indépendance de la Guadeloupe. On ne sait pas le nombre d'eux.
cadavres. Du côté officiel, c'est 7. Du côté des Antillais, c'est 67, voire 87. C'est flou. Mais tout ce que l'on sait, c'est que cette date fondatrice, qui aurait dû être une tâche sur la France, puisque c'est la France, a été occultée. Les événements de mai 67 attendront des décennies pour être révélés et reconnus. Aujourd'hui encore, ces crimes hantent les Guadeloupéens. Une fresque commémore enfin cette tragédie. Les victimes ont longtemps été incapables d'en transmettre la mémoire. Vous savez, lorsque vous êtes méprisé, je ne suis pas sûr que vous voulez raconter ça aux générations d'après. Parce que c'est une blessure. Parce que peut-être que c'est encore une fois des gens qui se soulèvent et qui n'arrivent pas à changer les choses. Quelque part, peut-être que c'est vécu comme quelque chose de honteux parce qu'ils n'ont pas gagné, encore une fois. Et c'est l'État qui a gagné. 2 ans plus tard, en 1969, De Gaulle quitte le pouvoir. Les poussières d'empire, comme il les appelait, sont restées à la France. Elles offrent à la métropole un exceptionnel facteur de puissance. Cependant, au cours de la décennie suivante, Djibouti, les Comores et les Nouvelles-Hébrides accèdent à l'indépendance. Malgré les oppositions, les luttes, la France parvient à conserver l'île de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et tous ses départements et régions d'outre-mer. Les successeurs du général de Gaulle ne remettront jamais en question l'héritage colonial du Grand Charles. Ni le président Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand ne reviendront sur cette période peu glorieuse de la République. Après des décennies de silence, les crimes les plus violents et les plus avérés sont progressivement dénoncés par les plus hautes instances de l'État. La répression sanglante de Madagascar, le massacre de Thiaroye au Sénégal, tout comme la violence du système colonial en Algérie, seront condamnés, non sans remous. Mais les cérémonies officielles, les hommages et les longs discours n'ont apaisé ni les nostalgies, ni les frustrations, ni les rancœurs. La décolonisation reste un héritage encombrant qui déchire toujours notre société. Les guerres d'indépendance, les crimes trop longtemps occultés, les massacres dissimulés ont marqué de leur fer tous les acteurs de cette tragédie et leurs héritiers. Ils sont aujourd'hui des millions des deux côtés du miroir colonial. Descendants de tirailleurs ou de harkis, de pieds noirs ou d'anciens d'Indochine, vétérans d'Algérie ou enfants d'immigrés des anciennes colonies, tous sont les dépositaires d'une mémoire meurtrie. Pour penser leurs blessures, tous ces récits doivent désormais s'inscrire dans une histoire commune. Il faut tourner une page et s'abandonner au présent, ça c'est sûr. Mais comment tourner une page quand elle n'est pas écrite? Il y a un très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui est un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français en fait manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. C'est des choses qui ne s'effacent pas. Ce passé tragique, dramatique, injuste, injustifié. Le rendre moins toxique, c'est le rendre visible, c'est le parler, c'est mettre des mots dessus. Et plus on tarde cette fameuse discussion entre nous, et plus on va payer les pots cassés, et plus ils vont être monstrueux ou même irréparables. Je pense qu'aujourd'hui, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants notamment, peuvent faire ce travail de rapprochement, parce qu'ils n'ont pas été des acteurs directs, vous voyez, de cette histoire, donc ils n'ont pas ressenti ça dans leur chair. L'ignorance. L'ignorance est la pire des choses. Nos enfants, issus de différents milieux, ne connaissent pas notre histoire, qui doit être remplie
de faits glorieux, certes, mais de guerres honteuses aussi. Mais ça fait partie de notre histoire.